BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, notre deuxième partie. Merci d'être là. De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end, vous le savez, audio, vidéo, le samedi et dimanche sur BFM Business et en exclu dès le vendredi sur YouTube et en podcast audio avec, pour ce week-end, pour commenter l'actu, Anthony Morel est là. Nous avons JB de The E-Collection et Nicolas Guyot de Clubic. Voilà, et on poursuit, on attaque avec les annonces du Computex. Et oui, cette semaine s'est déroulée à Taïwan, l'un des plus grands salons dédiés à l'informatique aux puces qui s'appelle le Computex, qui est, pas aussi puissant que le CES, etc. Mais malgré tout, c'est là-bas que les constructeurs annoncent les nouveaux PC, les nouvelles puces, etc. etc. C'est là-bas que tout est fabriqué de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Donc on fait ça à la maison. À domicile. Circuit court à domicile. Voilà. C'est la grande messe en fait, des composants électroniques et comme en fait tous ces fabricants de composants électroniques avec le temps sont devenus des fabricants de PC, de cartes graphiques, etc. et tout, c'est l'endroit pour présenter toutes les nouveautés. Ouais. Avec quand même la star de cette édition 2024. Alors il y a deux stars, il y a l'intelligence artificielle et Nvidia. Ouais, qui vont ensemble, évidemment. Bien sûr. Mais alors, du coup, qui donne aussi un peu plus de lustre et de prestige à ce Computex, parce que moi, je vais t'avouer, alors je ne sais pas pour vous, mais Nvidia, par exemple, leur keynote, moi, jusqu'ici, je les suivais de loin, quoi. C'est-à-dire que, je regardais les annonces, les communiqués, il y a une nouvelle GeForce, super, machin. Maintenant, en fait, je les trouve aussi enthousiasmantes quasiment que des keynotes pour présenter un nouvel iPhone, parce que, d'abord, parce qu'ils les vendent hyper bien, ils sont devenus très, très forts en termes de com, Nvidia. Ils ont ce patron qui est iconique, Jensen Huang, qui a avec sa veste de cuir, très charismatique, très charismatique. Et puis il a ce look, comme Steve Jobs à l'époque avec son col roulé. Là, lui, il a sa veste de cuir, il arrive sur scène, il a des discours sur la révolution technologique. C'est une vraie rockstar. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu des images cette semaine, on le voit qui signe le soutien-gorge d'une nana sur le Computex. Tu vois, non mais c'est pas tous les patrons de la tech qui font ce genre de truc, tu vois. Donc et puis il a une histoire absolument incroyable. Le soutif de quoi ? Je vois pas Tim Cook signer le soutif. Non, mais on l'a jamais vu en tout cas. Après, c'est une utilisatrice d'Apple Vidéo. Après, peut-être, on sait pas. En privé, on n'en sait rien. Je vous dirais s'il le fait. Ouais, voilà. Tu nous le dis. Ouais, mais bon. Non, mais tout ça pour dire que vraiment, il y a un truc qui est en train de se passer autour d'Nvidia et que du coup, ça rend aussi le Computex un peu plus excitant. Moi, je t'avoue, j'ai suivi du coup la keynote, ce que j'aurais jamais fait il y a encore 2 ou 3 ans. Keynote qui a duré 2 heures, hyper intéressante. Ils ont annoncé pas mal de choses. Alors, on va pas tout égrener, mais moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué. Il y a une technologie un peu fondamentale, et puis l'autre plutôt effet waouh. Le côté fondamental, c'est les nouvelles générations d'architecture pour les GPU, pour les futurs GPU, donc qui s'appelle Rubin, qui sera encore plus puissante. Il faut rappeler, les GPU, c'est le cerveau de l'intelligence artificielle. En gros, c'est ce qui permet de faire tourner les modèles, de les entraîner et puis de les faire tourner au quotidien. À chaque fois qu'on utilise ChatGPT, à chaque fois qu'on utilise Midjourney, on utilise des GPU évidemment. Et ce qui est dingue, c'est l'accélération de l'innovation, parce qu'il y a à peine 3 mois, ils nous avaient déjà annoncé une nouvelle génération qui s'appelle Blackwell, qui était censée être beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficiente d'un point de vue énergétique que ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et il faut rappeler que ces GPU, c'est ce que tout le monde achète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit X pour l'entreprise d'Elon Musk, que ce soit Meta, tout le monde se rue sur ces GPU. Il n'y a pas assez d'offres. Et d'ailleurs, Nvidia choisit ses clients, ce qui est vraiment un problème de riche. Tu vois, il n'y a que dans les marques de luxe que tu vois ça. Et donc, ils avaient annoncé cette nouvelle génération. Elle n'est même pas encore sur le marché, que là, ils nous annoncent la prochaine. Et il a expliqué sur scène, oui, en fait, on va accélérer le rythme de l'innovation. Jusqu'ici, c'était tous les 2 ans. Maintenant, ce sera tous les ans. Voilà, comme les nouveaux iPhones, il y aura tous les ans une nouvelle génération de puces IA qui vont débarquer, parce que l'innovation, ça va extrêmement vite dans ce domaine. Donc déjà, ça, c'était, je trouve, hyper intéressant. Ils ont trouvé le filon, quoi. Ah là, laisse tomber. Si c'est chaque année une nouvelle génération, ça veut dire que ton ordinateur sera déjà has-been. Non, c'est plus pour les data GPU, centers. pour les data centers. En fait, c'est pas pour le particulier. C'est pour les data centers. On explique pourquoi en fait on utilise ça dans les data centers. C'est à la base un GPU, ce qui nous sert pour jouer sur PC. C'est en fait ce qui est dans votre carte graphique. C'est un processeur comme le processeur central de votre PC, sauf qu'en fait il y a des millions d'unités qui calculent en parallèle. C'est des unités très simples en parallèle et ça fonctionne comme un système neuronal. Donc en fait, c'est pour ça que l'IA en fait s'est emparée de cette techno. Parce que globalement, c'était limite sur étagère, quoi. Alors,
Et c'est un grand malin, le Jensen Huang. Hein. Le gars, il avait déjà la vision. Parce qu'en fait, moi, ce que j'adore avec... Moi, je suis Nvidia, ça fait partie des confs que je suis depuis très longtemps. On en parlait tout à l'heure. Le truc, c'est qu'en fait, ils avaient déjà cette vision. Ils savaient qu'ils avaient ça. Et sauf que là, en fait, c'est en train d'exploser parce qu'il n'y a que sur le marché. Ouais, voilà. C'est dingue, ils ont l'autoroute devant eux. Il faut voir, pardon, casquette BFM Business 2 secondes, cette semaine, Nvidia a dépassé Apple en capitalisation boursière. C'est la 3e entreprise de l'histoire à dépasser les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est un truc de fou. Ils sont plus gros qu'Apple aujourd'hui. 40, je crois, non Oui, c'est ça, que tout le CAC 40 réuni. Enfin, je veux dire, leur variation, si tu veux, c'est des centaines de milliards sur une journée quand ils montent ou qu'ils baissent de 1%. Enfin, c'est vraiment devenu un truc de fou, Nvidia. Vraiment, c'est plus gros qu'Apple. Il faut vraiment avoir ça en tête. Apple, c'est quand même, ça a été pendant longtemps la plus grosse entreprise du monde. Aujourd'hui, c'est Microsoft. Là, ils sont coude coude avec Microsoft. Et là où ils sont très forts, c'est que aussi bien au niveau des composants, ils sont énormes, mais ils assurent aussi au niveau logiciel. En fait, c'est un écosystème complet qu'ils fournissent. Et c'est la grande force, parce qu'on pourrait se dire AMD serait capable pourrait faire la même chose, mais il n'y arrive pas. Intel, il n'y arrive pas. Et donc voilà. Et donc ils sont. Et à chaque fois, il y a du bénéfice utilisateur. À chaque fois, il y a de la promesse. C'est ce que tu disais. Tu vois une présentation Nvidia. T'as l'impression de vivre dans le futur. Mais du futur accessible, pas du truc un peu trop marketing. Et c'est là où ils sont très forts, je trouve. C'est aussi en termes de com. C'est-à-dire que à la fois, c'est une réalité technologique et en même temps, ça pourrait être très chiant, en fait, une présentation Nvidia parce qu'on parle quand même de choses, les GPU, c'est des puces, des machins. Et en fait, ils y ont ajouté une forme d'incarnation. Dans la dernière, ils montraient, par exemple, ils avaient fait monter sur scène une vingtaine de robots en disant, voilà, en fait, ça va aussi servir à ça. C'est-à-dire cette prochaine génération de robotique qu'on va avoir à la fois dans le monde professionnel et dans nos vies, les robots majordomes dont on parle depuis des années, ça va être aussi alimenté par Nvidia. Et donc, tu avais tous les robots de plein de marques différentes sur scène. Donc ça, c'est hyper impressionnant. Et là, moi, ce qui m'a marqué dans la keynote du Computex, c'est qu'ils en avaient déjà parlé, mais ils ont montré des exemples concrets d'une technologie qui s'appelle ACE, donc ACE. C'est une technologie assez dingue qui permet d'utiliser l'IA pour générer des humains numériques. Donc, c'est des avatars ultra réalistes dont on va se servir dans plein de domaines. Par exemple, ils se sont alliés avec une start-up qui s'appelle Hippocratique dans le domaine de la santé. Et donc, tu vas avoir des infirmiers et des infirmières virtuelles avec lesquels tu vas pouvoir discuter en langage naturel, comme si tu discutais avec un vrai médecin. Ce sera payant, ils font payer ça $9 de l'heure, mais tu as une vraie consultation. Par exemple, tu sors d'une opération, tu sors de l'hôpital, tu vas discuter avec l'avatar, tu vas j'ai oublié de demander au médecin s'il fallait que je prenne de la pénicilline, est-ce que c'est compatible avec les médicaments qu'il m'a prescrits et tout ça. Et en fait, cette IA sous forme encore une fois, d'un avatar qui va te répondre 100 ans de latence et il va avec une certaine bienveillance, avec la patience qu'un médecin n'a pas forcément, parce qu'il a d'autres choses à faire après. C'est vrai que ça change pas mal de choses. C'est dingue. Après, il faut que l'IA soit parfaite, il ne faut pas d'erreur. C'est toute la question derrière. Parce que si tu prends de la pénicilline et que tu es allergique... Le problème de la santé, ça c'est pas bon. Jensen, il ne va pas être content. Clairement. Je ne sais pas si vous avez vu aussi la présentation de G-Assist. Moi, c'est surtout ça. C'est donc G-Assist. En fait, c'est une IA embarquée quand vous jouez. Alors, je reviens un peu côté gaming. Vous jouez, vous êtes tout le temps bloqué. Au lieu d'aller prendre votre téléphone ou votre ordinateur pour aller chercher la soluce ou truc, vous parlez à votre ordinateur et il vous donne la solution. Mieux, vous êtes en train de jouer, faites les graphismes sont pas terribles, etc. Est-ce que tu peux m'optimiser ça? Clac. Le truc qui t'optimise. Il t'optimise et tout, il te met une courbe en la disant puissance de ton ordi. Et donc tout ça, ça fonctionne avec GPT-4 derrière, etc. Et c'est by Nvidia avec un soft intégré dans vos prochains pilotes, etc. Mais un truc de fou. Pas mal. Non, ils sont très forts. Ils sont très forts. Et puis les autres sont à la traîne. Oui, enfin. Ça avance. Il y a eu des annonces aussi du côté d'Intel. Il y a eu AMD aussi. Alors AMD aussi pousse pour les puces pour les data centers pour l'IA. Il y a aussi, je reviens à Nvidia, une petite rumeur là qui tourne en ce moment sur une puce pour 2025 pour les PC copilote plus PC. Vous savez, on avait parlé des PC on ARM, Windows on ARM. Bien sûr. Qualcomm est sur le coup avec ses Snapdragon. Et Nvidia pourrait lancer aussi sa puce. Avec un Blackwell. C'est-à-dire, en fait, vous auriez une partie ARM pour faire tourner le système et le GPU serait décliné de Blackwell, dont on vient de parler, qui est la nouvelle puce qui va être annoncée, en tout cas dans le monde grand public, d'ici à la fin de l'année, sur les séries 5000 RTX. Donc, plein de belles choses. Et puis Intel qui court derrière. Parce qu'en fait, l'Intel, ce qui était assez surprenant, ils ont présenté Lunar Lake, qui est leur nouvelle plateforme qui est censée en fait concurrencer celle de Snapdragon sur les PC pilotes.
Et ce qui est assez inquiétant, c'est qu'en fait, tout est fabriqué à Taïwan, chez TSMC. On se dit Intel, le géant, qui est fondeur. Qui est fondeur à la base, c'est son métier. Il a des usines partout dans le monde, etc. Bah, leur nouvelle puce. Alors, effectivement, ils ont travaillé sur les économies d'énergie, etc. On rigole plus. Mais ils n'ont pas la capacité aujourd'hui de pouvoir produire des puces comme ça. Je pense que s'ils veulent concurrencer Qualcomm et ARM, effectivement, ils sont obligés d'aller chez TSMC pour graver en 3 nanomètres. Alors, c'est des puces en mode patchwork avec des cœurs basse consommation en 3 nanomètres, du 6 nanomètres en performance cœur. Voilà, et plus une partie NPU justement pour s'intégrer dans les nouveaux ordinateurs. Donc en tout cas, ça va être passionnant tout ça. Parce qu'on sait, est-ce que ARM va gagner, le X86 va-t-il résister, Nvidia va-t-il tout écraser? La suite au prochain numéro. Voilà. Et puis derrière, il y a Apple qui évidemment prend, on va dire très sérieusement ce chapitre de l'IA avec la puce M4 qui a été conçue pour ça aussi. Il faut voir après si elle est aussi puissante que. Mais ils tirent tous la boue en disant je suis meilleur que toi sur la puissance, sur les graphismes. De toute façon, ça a toujours été comme ça dans la tech. Là, ce qui va être vachement intéressant, en tout cas, la tendance, c'est se dire aujourd'hui, les puces vont pouvoir faire de l'IA en local. Ouais. Et ça, c'est quand même pas mal pour la planète parce que. Tâches simples, IA locale, et tâches complexes, là, ça sera le cloud. Bon, après, avec tous les problèmes de RGPD, machin, etc. C'est ça. C'est autre chose. C'est un autre épisode, ça. Alors. Évidemment, quand on parle de PC, on parle de Microsoft. Microsoft qui, vous le savez, à marche forcée, met à jour c'est Windows. Windows 11 est bien installé. Le seul truc, c'est que Microsoft va pousser en fait ses utilisateurs à passer à Windows 11. Voilà. OK ? Donc, si vous avez un PC sous Windows 10, waouh, vous avez de la chance, vous pouvez upgrader et passer sous Windows 11, il est assez puissant et pas trop vieux. Mais si en revanche, il n'est pas capable d'avoir Windows 11, Microsoft a trouvé la solution, Nicolas. Elle est toute simple. Le conseil, il est super simple. Acheter un nouveau PC. Mais voilà. On n'avait pas pensé. Franchement, qu'est-ce qu'ils sont malins, les gars. C'est très fort. Très fort. C'est très 2024 en fait. Non, en fait, ce qui est assez, faut rappeler à nos téléspectateurs que globalement, Windows 10 s'arrête le 14 octobre 2025. C'est-à-dire 14 octobre 2025, il n'y a plus de mise à jour. C'est fini. Même de sécurité. Alors, même de sécurité, il faudra payer pour avoir des mises à jour de sécurité. Donc ça s'adresse surtout aux entreprises, parce que vous n'allez pas payer pour mettre à jour votre Windows 10. Donc voilà. Et Windows 10 aujourd'hui, c'est encore 70% de part de marché sur les PC. Donc voilà. Donc là, Microsoft commence à dire bon les gars, c'est bien. Vous avez encore un an, allez changer de PC comme ça vous aurez Windows 11. Sauf que les spécifications techniques de Windows 11 imposent des puces de sécurité que on n'a pas dans les PC qui ont été conçus pour Windows 10 à l'époque. Voilà. Et pourtant, ils en ont quand même la fameuse puce TPM qui pose problème, etc. Il faut que ce soit compatible TPM2. Et c'est le problème que globalement, c'est que les PC de dernière génération qui ont cette puce. Et donc, on va se retrouver avec un parc. Et moi, je vous le dis, ça va faire comme Windows XP. Ça va faire comme Windows XP. On va avoir les armées de PC zombies. On estime aujourd'hui à peu près il y a 240 millions d'ordinateurs qui ne sont pas éligibles à la mise à jour de Windows 11. Waouh. Ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup. Bon alors, c'est les Asus, les Acer, les Lenovo, les HP doivent se frotter les mains. Oui, les gars, écoutez Microsoft. Il faut les écouter, attendez. Ils ont raison. C'est très intéressant. C'est pour votre sécurité, vraiment c'est pour votre bien. Non mais c'est marrant parce que ça fait 3 émissions qu'on parle de ce décalage incroyable entre le discours de ces grands groupes technologiques sur le green et les actes, quoi. Et les actes. Parce que à chaque keynote, ça pour nous bassiner sur la planète Terre, mère nature, machin, les emballages en papier recyclé et les machins et la compensation du carbone, c'est très bien. Mais par contre, après derrière, c'est non, mais surtout racheter un PC, les gars, parce que des vidéos de 10 minutes où on est en pleine nature, on t'explique que globalement c'est vachement important la nature. C'est ça. Et voilà. Alors par contre, il y a quand même des petites solutions. Mais c'est dommage, c'est dommage pour eux. Mais en fait, alors après, on peut dire, voilà, vous pouvez installer Linux. Qui va installer Linux sur un PC? Je sais que Linux, c'est très bien, mais il faut quand même maîtriser. C'est pas Madame Michu, c'est pas. Alors ça, c'est pas le conseil de Microsoft. Non, ça, ils connaissent pas. Mais Chrome OS, par exemple, ça pourrait être une bonne idée pour ceux qui veulent garder un ordinateur à jour. Après, je pense qu'il y a encore une grande partie des utilisateurs qui en ont rien à foutre. Mais qui s'en foutent en fait de Windows 11 et de copilote et tout ça. Non, mais même de leur propre sécurité. Oui, bien sûr. Ils sont persuadés qu'un bon antivirus, ça fait l'affaire. Et voilà. Il nous reste 5 minutes. On va vous raconter notre visite avec JB dans un studio d'enregistrement dans le 17e. On a été invité par Dolby et Apple. Pour voir comment ça se passe en fait dans les entrailles d'un remix et du concept Dolby Atmos. Moi perso, je suis fan de son.
quand on fait de la radio, on a tout le temps un casque sur les oreilles. Moi, j'ai grandi avec un casque sur les oreilles et je suis passionné de son. Je sais pas combien j'ai de casques et de trous wireless à la maison. Et je trouve très intéressant cette vision qu'a Dolby de sortir de la stéréo, qui est un peu, on va dire, le standard du son, de la musique, etc., à une autre dimension qui est le Dolby Atmos, où là, comme au cinéma, tu te retrouves avec des mix de chansons qui sont à 360, avec des effets de profondeur de dingue. Ouais, JB, spatial, ouais. on a pu visiter en fait l'un des studios français les mieux équipés là-dedans, qui mixe plein d'artistes, hein. Et on a rencontré un ingénieur du son qui était américain, je crois, ouais. et qui nous a expliqué un peu la philosophie de ce Dolby Atmos, et c'était passionnant, quoi. Ouais. Hyper intéressant parce qu'ils sont partis du postulat qu'il y a 3 façons d'écouter de sa musique. Soit, comme on le voit dans les images actuellement, c'est d'avoir 10-15 enceintes dans une pièce disposées partout, au plafond, dans les murs, partout. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. C'est pas chez tout le Mais monde. là, je vous dis pas, on a écouté Elton John, une chanson d'Elton John qui était Rocketman, donc qui a été remixée en Dolby Atmos. On était là-dedans, mais c'était incroyable. Moi, j'étais tétanisé. Il était avec vous, Elton. C'est ça, ouais. T'avais l'impression qu'il était avec vous. C'était fou, non, mais en fait, c'est la t'entends scène sonore, si tu veux. Des instruments ou des petits bruits que tu n'as jamais entendus auparavant. Ouais. Parce que vu le nombre d'enceintes qu'il y a et vu en fait la spatialisation qu'il y a en même temps, et en fait, il nous faisait la démo en temps réel via Logic Pro, qui est un logiciel d'Apple, sur comment on transforme une musique classique en Dolby Atmos plus audio spatial. Et il nous disait, voilà, on met une personne au centre et au lieu que l'objet soit fixe, on va pouvoir le mouvoir tout autour de soi. Et en fait, ça va d'une enceinte à l'autre et on entend exactement l'objet arriver, comme quand on est par exemple au cinéma en Dolby Vision, Dolby Atmos, où le son fait tout le tour de la salle. Et en fait, ça change tout pour les ingénieurs du son, cette histoire-là. Parce qu'avant, ils avaient, pour s'exprimer en termes d'arrangement, de mix, que de haut-parleurs. Là, en fait, ils peuvent imaginer, si tu veux, des mix complètement fous, avec des sons 3D qui partent dans tous les sens, etc. Et tu te dis, bon, Elton John, Rocketman, c'est une chanson qui a 50 ans, plus de 50 ans, enfin, c'est un truc. Sauf qu'ils ont récupéré les matériaux de l'époque, ils ont retrouvé toutes les pistes. Si ils ont remasterisé tout, ouais. Ils ont tout remasterisé, ils en ont fait une espèce de fichier étalon du Dolby Atmos qui est incroyable. Et aujourd'hui, tous les artistes, parce que Apple et Dolby, qui sont très malins, sont très forts en marketing, poussent tous les artistes à remixer leur fichier en Dolby Atmos. Et aujourd'hui, sur Apple Music, tu as énormément de titres. Toutes les nouveautés, on va dire un peu bankable, sortent en Dolby Atmos. C'est intéressant. Et tu disais, soit pour en profiter, soit il faut avoir 15 enceintes chez toi, soit c'était quoi l'autre? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, grâce aux algorithmes, explique JB. En fait, c'est ça, c'est grâce aux algorithmes, tu peux donc soit le profiter dans cette pièce-là avec toutes tes enceintes, mais comme on était avec Apple, l'idée c'est de le prendre on the go, c'est-à-dire chez soi. Le meilleur moyen, c'est les AirPods pour le coup, AirPods Max, qui permettent d'avoir l'audio spatial et Dolby Atmos via Apple Music. Parce qu'il faut rappeler que Spotify, par exemple, aujourd'hui, ne propose pas encore de Dolby Atmos et de musique en lossless. Apple Music le propose. Et donc là, il poussait ce principe de dire que voilà, vous voulez écouter de la vraie bonne musique qui se balade un peu autour de vous, alors que vous avez juste 2 petits écouteurs sur vos oreilles. AirPods. Alors moi, j'étais moins convaincu avec les casques. En fait, je trouve qu'on perd un peu ce son 3D. Ils vous ont fait tester les casques, les écouteurs, faire un peu un comparo. Ouais. Exactement. Mais en revanche, la troisième démo, c'était avec Sonos, où là, tu avais une barre de son. Ok, tu avais une télé, une barre de son, il y avait un canapé. Tu avais 2 caissons de basse et tu avais 2 enceintes Dolby Atmos Sonos. Et là, avec donc cette configuration qui est beaucoup plus acceptable, hein, tu avais beaucoup moins de haut-parleurs. Là, quand tu écoutes, et moins cher, bien sûr, et plus accessible, là, tu te retrouves avec un son incroyable. Parce que, en fait, le Dolby Atmos, c'est aussi des algorithmes et des sons qui rebondissent dans la pièce. Il y a des capteurs dans les enceintes qui arrivent à mapper la salle, en fait. Et donc, après, le son est rebondi et arrive dans ton oreille. Donc, tu arrives à restituer tous les haut-parleurs de manière virtuelle qu'il y avait dans la première zone d'écoute qu'on avait, où il y en avait, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines. Dingue. C'est impressionnant. Et franchement, moi, j'étais très dubitatif, mais c'est vraiment une petite révolution dans le domaine du son. Et si vous êtes mélomane, c'est vrai que les mélomanes sont plutôt, en général, arc-boutés sur la bonne vieille stéréo, la haute fidélité, etc. Mais franchement, le Dolby Atmos, c'est quelque chose d'assez impressionnant que je vous invite à tester au moins une fois. Envie, ouais. Il y a aussi un autre. Il commence à y avoir des fabricants tiers qui fabriquent des casques et des écouteurs Dolby Atmos. Alors nous, on a souvent des lecteurs qui disent ouais, mais pourquoi faire, etc. et tout. Mais justement pour ça, en fait, c'est un écosystème complet qui sont en train de se mettre en place.
Et effectivement, si vous êtes sur Apple Music, parce qu'il faut être sur Apple Music pour bénéficier de ce Dolby Atmos, c'est quand même assez bluffant. Ouais. Là-dessus, bon après. À tester si vous avez l'occasion. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Les artistes, est-ce qu'ils ont leur droit de regard sur c'est eux qui décident. De A à Z. C'est eux qui décident de A à Z. De telle ou telle musique, de tel ou tel instrument. Non. Voilà. En fait, c'est une nouvelle dimension de créativité en termes de son, et franchement, à tester, quoi. Vous savez quoi ? On va se dire au revoir parce que ce de quoi je me mêle est terminé. Mais si vous êtes avec nous en audio, ou si vous n'êtes pas en audio, je vous invite à nous rejoindre sur le podcast, puisque le petit module bonus qu'on va vous proposer dans un instant sera dédié à Orange. Peut-être l'avez-vous vu, mais Orange a décidé de passer tous ses abonnés en 5G pendant les JO. Et on se dit pourquoi ? La réponse, vous l'aurez si vous nous écoutez dans le module bonus de quoi je me mêle en podcast audio. Voilà. En tous les cas, merci de nous suivre. On sera là, bien évidemment, la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.